Donc là, maintenant, je vais vous parler, comme l'a mentionné Jean-François, de la détection automatique de changements à partir d'images satellites, avec un cas notamment, cas d'étude pour la mise à jour du plan de corps de rue simplifié, donc acronyme PCRS, en version raster et donc en fonction des différents capteurs. Donc pour contextualiser un petit peu, puisque je pense que tout le monde ne connaît pas le PCRS, donc le PCRS est un fonds de plan harmonisé qui se veut être à l'échelle nationale d'ici 2026. Son utilité, c'est pour la connaissance et l'entretien des réseaux enterrés, puisque chaque année, il y a de nombreux accidents sur les réseaux enterrés par méconnaissance de leur localisation. Et c'est un fonds de plan qui est utilisé notamment dans le cadre des DT-DICT. Qu'est-ce que représente le PCRS? C'est donc une acquisition prise de vue aérienne avec une résolution de 5 centimètres et une résolution planimétrique de 10 centimètres, le tout pour vraiment pouvoir localiser précisément ces réseaux enterrés. À savoir, en Nouvelle-Aquitaine, en fait, le PCRS est en bon état d'avancement puisque plus de 85%, enfin environ 85% du territoire est à minima en cours de production. Sur certains territoires, le PCRS a déjà été produit il y a longtemps et est actuellement dans des phases de mise à jour en cours. À l'horizon 2026, on espère donc que tous les PCRS en cours soient opérationnels et il en restera quelques-uns à mettre en œuvre. Et il faut savoir que le JPATGRI en fait, a un rôle d'accompagnement sur la plupart de ces PCRS-là. Donc, si vous regardez sur la carte à droite, on intervient sur tous les territoires qui ne sont pas grisés. Et on a un rôle en fait d'accompagnement, de stockage et diffusion de la donnée et d'animation. Et l'accompagnement qui peut être administratif ou technique. Le problème, c'est que le PCRS, sa mise en place, ça coûte relativement cher. Donc, il y a une première acquisition du territoire à très haute résolution. Et pour qu'il soit valable et fiable réglementairement, il a besoin d'être régulièrement mis à jour. Le problème, vu que ça coûte cher de tout revoler, puisque c'est un vol soit par avion, soit par ULM, on essaye plutôt d'orienter sur les zones qui ont réellement changé sur le territoire. Mais il faut pouvoir les repérer, ces zones. Donc à l'heure actuelle, on utilise majoritairement les remontées des partenaires qui sont sur le terrain. On nous fait part des zones qui ont fait l'objet de travaux. Le problème de cette remontée terrain, c'est que on peut se retrouver avec des faux positifs. Donc là, vous avez un exemple sur Mont-de-Marsan, où sur l'ancien millésime PCRS que vous avez à gauche, on nous a mentionné la future présence de travaux encadrés en blanc. Et lorsque ce PCRS a été mis à jour, un vol a été réalisé et sur les nouvelles images, ben, on a remarqué que rien ne s'était passé sur ces espaces-là. Donc, entre guillemets, c'est un peu gâché. Dans un second temps, on a un manque d'exhaustivité et on a également des surfaces qui vont pas forcément être assez englobantes sur ce qui est remonté. L'objectif, nous, du coup, au JPATGRI avec la plateforme Pigma, c'est de trouver un moyen de combler ces lacunes et d'être un peu plus exhaustif sur les détections de changement. Pour ça, on a fait appel en fait à l'opportunité des challenges Copernicus. Donc, en juin 2023, on a candidaté à ce projet-là. Donc, c'est un gros projet qui finance plusieurs sous-projets, entre guillemets, avec ce qu'on appelle un end user que nous étions. Nous avons une problématique finale à laquelle on devait répondre, mais nous, en interne, on n'avait pas les moyens, en fait, que ce soit financier ou technique, d'y répondre, puisque c'est, entre guillemets, un projet de recherche. Ces programmes sont donc financés par Copernicus, par le programme Copernicus, pilotés par le CNES et Connect by CNES et opérés par Aerospace Valley. Et en fait, chaque projet a une enveloppe budgétaire de 50 000 euros. Donc notre objectif, c'était de détecter de façon automatique ou semi-automatique les changements qui avaient lieu sur un territoire. On avait pour ça à disposition trois types de capteurs possibles: Sentinel-2 avec une résolution de 10 mètres, Spot 6.7 avec une résolution de 1,5 mètre et Pléiade avec une résolution de 0,5 mètre. Et on avait également deux zones test, donc l'agglomération de Pau et l'agglomération de Valence-Roman. On a donc travaillé en collaboration avec le CREG, qui sont nos homologues en fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Carmap a répondu à cette problématique. Donc Carmap est arrivé pour développer un outil pour répondre à notre besoin. Pour pouvoir répondre à tout ça, on a besoin de plusieurs éléments. Donc, dans un premier temps, il nous faut des données qui soient des données d'entraînement.
Donc on a tout l'aspect données d'entraînement qu'on a fourni, donc des remontées terrain de changements réels. Il fallait faire un rendu de ces données-là avec une nomenclature qui soit propre. Donc on s'est basé sur les travaux du Craig, puisque eux ont en routine une nomenclature de changement qu'ils utilisent. Donc on s'est calé sur cette nomenclature pour donner ces informations-là au Craig. Et également, bah, le cœur du projet, c'est d'utiliser des données satellites. Donc, dans un premier temps, on a des données Sentinel qui sont relativement facilement accessibles. Et dans un second temps, à l'époque du projet, on avait besoin des données Spot 6-7 et des données Pléiades. Et donc, tout ça, on a fait appel au programme Dynamis pour pouvoir récupérer ces données-là, puisque à ce moment-là, les données Spot 6-7 n'étaient pas encore complètement en open data. À l'heure actuelle, l'accessibilité à cette donnée est encore plus simplifiée avec l'open data de Dynamis. Mais quoi qu'il en soit, c'est grâce au partenariat Dynamis qu'on a pu accéder à toutes ces données-là. La première grosse étape du travail du côté de Kermap, ça a été de faire, entre guillemets, une analyse visuelle des capacités de chaque capteur. Donc, ils ont récupéré les remontées terrain réelles qu'on a de changements qu'on leur a fournis, et ils ont regardé si, sur les différents capteurs, on pouvait repérer ce changement-là. Donc là, vous avez un premier exemple avec la détection de nouveaux bâtiments. Donc, on remarque que, effectivement, visuellement, quel que soit le capteur, on peut repérer ce changement puisque c'est un changement de grande ampleur. Mais on parle du PCRS, et donc on a des changements qui sont parfois de plus faibles ampleurs, donc notamment par exemple les nouveaux trottoirs. Et là, on voit tout de suite que des capteurs comme Sentinel peuvent très vite atteindre leurs limites. Et on doit nécessairement descendre sur des capteurs de plus haute résolution comme Spot ou Pléiade. Ils ont donc fait ce travail avec avec tous les types de changements qu'on a pu détecter, et on fait du coup tout un travail de synthèse des capacités de chaque capteur. Ils nous ont rendu ces résultats-là en nous déterminant la capacité de, par exemple, Sentinel-2 à repérer des modifications de l'ordre sur la voirie, sur les trottoirs ou des nouveaux bâtiments, et derrière à fournir des recommandations sur quel capteur utiliser pour détecter tel ou tel changement. On a pu avoir un peu donc, des conclusions de cette première partie de travail. Donc, si on regarde Sentinel-2, le gros avantage, c'est qu'on a une forte disponibilité d'images et notamment l'utilisation de séries temporelles. De plus, Kermap en fait, a l'habitude de travailler avec ces données-là. C'est facile d'accès, on a de nombreux canaux qui sont disponibles pour réaliser des analyses, mais on va plutôt privilégier des grands ensembles. D'ailleurs, on dit des grands ensembles, bon. Euh, Ensuite, on avait le capteur Spot 6-7. On a donc actuellement une couverture annuelle qui est accessible en open data. Donc de plus en plus accessible grâce au Dynamis. On a une résolution qui est plus fine, et donc on a une capacité à détecter un large panel de changements par rapport à Sentinel-2. Et derrière, on a Pléiade. La résolution, elle est très fine. Par contre, la complexité de ce capteur-là, c'est qu'on a peu d'images disponibles, et nous, on a un objectif en fait de travail sur le PCRS à très grande ampleur, sur quasiment toute la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour pouvoir couvrir tout le territoire, ça commence à devenir compliqué de façon annuelle, voire plusieurs fois par an. On peut également avoir de nombreux faux positifs liés aux ombres portées, aux angles d'incidence d'acquisition, et également une problématique de coût potentiel. Donc pour toutes ces raisons, et en plus du fait que le Challenge Copernicus avait une assez courte durée, nous sommes concentrés sur plutôt les capteurs Sentinel-2 et Spot 6-7. Donc il y a eu entre guillemets un peu deux démarches différentes. Donc l'objectif c'était de détecter donc automatiquement les changements, puisque une détection visuelle c'est une chose, mais une détection automatique c'est autre chose. Puisque là, comme vous le voyez sur cette animation qui est issue des travaux de Kermap, il y a beaucoup de changements qui sont liés au domaine agricole. Et nous, on veut se focaliser vraiment sur le domaine urbain, donc il y a besoin de réaliser un premier travail de segmentation des territoires.
Donc c'est pour ça que Kermap a eu deux approches différentes en fonction des capteurs. Donc je ne vais pas vous faire croire que je comprends tout le modèle qui a été développé par Kermap derrière. Si cela vous intéresse, je vous inviterai à vous rapprocher d'eux. Mais de façon générale, ils ont produit pour Sentinel-2 donc deux modèles de segmentation. Donc un qui est produit, qui est un produit issu de leurs travaux déjà de longue date qui s'appelle Nimbo, plus une méthode spécifique qui a été mise en place lors de ce challenge. Et l'idée, c'est donc de corriger toutes les images, que ce soit avec les nuages ou les décalages euh, des, euh, des images qui peuvent exister, et réaliser des synthèses multi-mois qui permettent d'avoir une analyse des évolutions. Et ils nous ont rendu des résultats avec un seuil de confiance de changement, avec un fort ou faible taux de confiance. Euh, pour le capteur Spot 6.7, l'idée a été de réaliser une classification de l'occupation du sol, un peu comme COSIA, en se basant un peu sur ces travaux-là, mais avec une nomenclature en quatre postes. Pareil, derrière, une correction des images et une application de la méthode, et un rendu des résultats avec un double seuil de confiance. En termes de résultats, ce que ça donne, donc là on a un exemple sur un territoire avec les détections de changement automatique pour Sentinel en haut et pour Spot en bas. Donc on va capter que pour Sentinel, on a des changements de grande ampleur qui sont repérés, là où Sentinel, on est sur des changements beaucoup plus fins. Mais l'idée, nous, derrière, c'est de pouvoir mettre à l'épreuve en fait ces résultats. Ça tombait bien puisque au moment des rendus des travaux, on avait une mise à jour en cours qui était sur Mont-de-Marsan. Donc on a eu les remontées de terrain des partenaires du territoire avec du coup la mise en place d'un plan de vol pour la mise à jour, avec une nouvelle acquisition du coup PCRS sur ces territoires que vous pouvez voir en vert. Et on a demandé à Kermap de réaliser une détection de changement automatique sur ce territoire. On a donc eu un résultat de ce type-là par Kermap. Vous pouvez voir donc 1500 sur tout le territoire de Mont-de-Marsan, la communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan, 1500 remontées spot pour 89 hectares et 170 remontées sentinelles pour 68 hectares. À titre de comparaison, on avait 58 remontées terrain de la part des partenaires. Et donc, nous, l'objectif a été de croiser les informations. Donc, je viens de vous dire que, entre guillemets, le plan de vol était déjà créé. Donc, on n'a pas pu revoler tout le territoire pour la mise à jour du PCRS. Donc, on a deux moyens de vérifier les résultats de Karma. Une première correspondait aux zones qui ont été revolées, puisqu'on avait le PCRS millésime 2019 et cette mise à jour de 2024. On a pu donc faire une photo-interprétation fine des changements détectés par Kermap. Mais dans un second temps, on avait toute une zone blanche, en fait, où on n'avait pas de nouvelles images. Donc, on a demandé à Dynamis de faire une acquisition d'images Pléiades, donc programmation d'images Pléiades, pour essayer d'avoir une image très haute résolution et à date la plus proche possible des travaux de détection de changement automatique, ce qui permet de limiter les biais liés à l'éloignement temporel. Et donc, grâce à tout ça, on a pu avoir une couverture complète de tout le territoire avec une très haute résolution, voire du coup une résolution du PCRS sur les zones revolées. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde en termes de résultats bruts, on avait, quel que soit le capteur, en global, plus de 70% des changements détectés qui étaient effectivement des changements réels. Après, derrière, il y a toute la dimension sur les changements utiles pour le PCRS, mais là, c'est un peu plus spécifique. Et on a trois cas possibles, en fait. Donc, l'IA croise des remontées des partenaires. Donc là, c'est hyper intéressant puisque c'est pour nous une validation d'une zone de changement. Des zones où on a l'IA qui détecte un changement alors que les partenaires ne nous ont rien remonté. Donc, on a deux possibilités. Soit c'est un changement non remonté par les partenaires, soit c'est une fausse détection, ou par exemple des arbres coupés, puisque ces arbres coupés vont être détectés, mais ne sont pas forcément des changements nécessaires pour le PCRS. Et un autre point intéressant, des remontées des partenaires qui ne font pas l'objet d'une détection par l'IA, et donc potentiellement ce sont des zones sans travaux débutés. Et donc c'est le premier cas et le second cas du coup qui est hyper intéressant pour nous, puisqu'il y a un premier cas qui valide des remontées terrain et un autre cas qui invalide des remontées terrain, ce qui nous permet d'éviter de revoler certaines zones potentiellement qui n'ont pas fait vraiment l'objet d'un changement.
Et donc finalement, là, sur cette mise à l'épreuve, l'apport de l'IA pour la mise à jour du PCRS, c'est que dans ce cadre-là, on a pu détecter 47 nouvelles zones à mettre à jour sur les espaces revolés, donc plus 45% de zones à mettre à jour, ce qui permet d'avoir une mise à jour de PCRS plus efficace. Ça permet également de conforter et valider les zones remontées par les partenaires, mais aussi d'améliorer les surfaces à mettre à jour. Cependant, il faut bien garder en tête que l'IA ne vient pas en remplacement des remontées partenaires, c'est un travail entre guillemets complémentaire. Donc on sait que Kermap à l'heure actuelle continue à développer ces modèles, notamment sur l'aspect Sentinel. Et vous le voyez bien, là on est sur un aspect PCRS, mais potentiellement ça peut se décliner à d'autres aspects comme par exemple l'urbanisation, l'étalement urbain, qui est un sujet qui est entre guillemets un peu chaud à l'heure actuelle. Merci pour votre attention et si vous souhaitez poser des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation très, très intéressante. Nous avons quelques questions, effectivement. Je vous informe d'ailleurs qu'il y a Bastien Engen de la Télescope qui est notre maître du temps, donc qui interviendra aussi pour nous rappeler à l'ordre si on dépasse et animer les sessions de questions-réponses. Donc, on a 5 minutes. Thomas, tu as dans questions-réponses les questions posées. Donc, on peut peut-être l'ouvrir. Comment, alors, Laurent Magréo pose la question, comment accéder aux conclusions des travaux de Kermap? Pour accéder aux conclusions des travaux de Kermap, je vous invite soit, si vous voulez plus en détail les résultats, vous rapprocher du JPAT-GRI, soit directement en fait de Kermap, puisque ces travaux-là continuent encore de leur côté. Nous, actuellement, on est en train de discuter avec eux sur un modèle économique qu'on pourrait mettre en place pour industrialiser ce processus, puisque l'objectif n'est pas non plus de faire exploser les coûts de mise à jour d'un PCRS, puisqu'on est toujours dans l'idée de réduction des coûts. Ces travaux, entre guillemets, là, ça fait un peu office de conclusion générale du projet, enfin du Challenge Copernicus. Et si vous voulez plus de détails, on est disponible pour y répondre. Ok, merci. Arthur Talpert pose la question sur les modèles de segmentation. Sont-ils en open source? Alors, je vais pas avoir la réponse complète. Pour moi, il me semble pas que ce soit en open source, puisque effectivement, on est dans un domaine de l'ordre du privé. Il faut aussi pouvoir financer sa recherche et son développement. Ils sont également partis d'un modèle de segmentation qu'ils utilisent du coup depuis quelques années, hein, comme je le mentionnais, qui est le modèle NIMBO. Donc à savoir quels sont les, euh, comment c'est mis à disposition d'autres personnes à l'heure actuelle. Donc ça, je vous invite plutôt de vous rapprocher de Kermap pour avoir la réponse définitive. Merci. Julien Denise, avez-vous pensé, dans le cadre de l'inscription dans le long terme, à une alternative à la fin du capteur Spot, qui a l'air de prendre pas mal de place dans l'approche? 7-10 ans Euh, déjà. Oui, tout à fait. En fait, Carmap a aussi pensé à cela, puisque à l'heure actuelle, ils sont en train vraiment de faire un énorme effort sur la détection par le capteur Sentinel, puisque on a cet avantage que Sentinel a encore de beaux jours devant lui, et notamment de pouvoir détecter là à l'heure actuelle des choses beaucoup plus fines que ce qu'ils arrivaient à détecter dans le cadre du Challenge Copernicus. Après, il y a des questions, par exemple, à se poser sur l'arrivée future du capteur CO3D d'ici 2027, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt au moment de l'arrivée de CO3D, de se replonger dans ces, euh, dans ces analyses-là sur ce capteur-là? Oui, bah, tu amènes beaucoup d'éléments de réponse. J'ajouterais juste côté dynamisme qu'on a un groupe de travail qui s'est monté l'année dernière, qui travaille aux orientations structurantes futures de dynamisme et d'autres actions, dont des études qui ont été récemment réalisées pour se projeter sur l'après Spot 6.7 déjà. Donc, voilà, il y a des choses qui sont en train de se réfléchir pour des alternatives. Est-il prévu de partager en open access ces détections de changement, demande Nicolas Gontier? Du coup, comme le modèle en fait de production de de ces détections de changement initialement, en tout cas la production initiale de ces détections de changement, c'est
pas forcément prévu d'être en open access. Après, derrière, il y a peut-être des éléments de discussion à avoir sur l'utilisation de ces détections de changement. Puisque derrière, effectivement, on peut imaginer que ce soit pas utile uniquement qu'au PCRS, mais par exemple à des thématiques comme le zéro artificialisation net et l'urbanisation. Et merci pour la réponse. Dernière question, et on est dans les temps. Cyril Hannett s'est intéressé par ce genre de détection automatique dans le cadre de changements après cyclone. Tu as des éléments de réponse? Alors, avant-après cyclone, là, c'est pas vraiment, enfin, on n'est pas vraiment concerné en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, on espère qu'avec le changement climatique, ce ne sera pas le cas. Je vous invite en fait à vous rapprocher de Kermap pour voir quels sont les potentiels, sachant que sur les aspects cyclones, on est sur d'autres territoires que la France métropolitaine. Donc, à voir quels sont les capteurs disponibles et les moyens disponibles pour étudier Oui, ces oui. territoires. Voilà, je rajouterai peut-être en complément aussi, hein, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement Dynamis. On peut vous mettre en relation avec des collègues scientifiques qui travaillent dans les pôles de l'infrastructure Dataterra, puisque Dynamis est un dispositif transverse de l'infrastructure nationale Dataterra qui a des pôles de données et de services. Il y en a certains qui abordent ces questions de risque et il y a également par exemple le Space Climate Observatory qui finance des prototypes de services opérationnels et dont un qui s'appelle Simopolé qu'on connaît côté IRD qui traite des questions de changement d'état de surface ou d'occupation de sol dans le cadre d'impact climatique. Quid des Pléiades Néo et la question d'Étienne Maillet et la question d'Elisabeth Naja. Pour ne pas perdre de temps, je propose est-ce que Thomas, peut-être tu puisses répondre par écrit Ouais, directement. pas de souci, pas de souci. OK, Je réponds par super. écrit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions.